Et j'ai le plaisir de passer la parole donc à Jean Sibilia, qu'on a passé en second, parce qu'il y avait un petit problème de connexion, et donc on est content qu'il nous ait rejoint. Donc Jean Sibilia, vous êtes professeur de médecine, rhumatologie, doyen, ancien président de la conférence des doyens. Vous avez été très impliqué dans les réformes des études médicales. Et donc, on était vraiment intéressé d'avoir votre avis sur répondre à une question qui paraît toute simple, mais la réponse évidemment pas du tout évidente. Comment former un bon soignant aujourd'hui et dans le contexte qu'on a déjà bien dépeint depuis ce matin? Merci de votre intervention. Merci beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les commentaires, et extrêmement intéressants. Il y a plein de choses absolument passionnantes. Si j'avais la réponse à la question que vous posez, je serais ministre de la Santé. Je pense que c'est une question extrêmement difficile qu'on se pose, et Guy a la mémoire de tout ça. On se la pose depuis très très longtemps. Je ne vais pas dire depuis Hippocrate, mais enfin la question se pose de façon séculaire. Donc c'est une question qui n'émerge pas depuis quelque temps, et qui d'ailleurs est totalement transversale. Cette question se pose dans tous les pays d'ailleurs. C'est là aussi, c'est pas en faisant un peu de benchmarking comme on dit dans d'autres pays. Tous les pays se posent cette question-là, mais trouvent des réponses différentes à finalement une analyse assez partagée. Donc, ce que je voulais dire, c'est 3-4 choses. D'abord, les réformes, elles ont été préparées et faites de telle sorte qu'on puisse répondre à ce défaut d'apprentissage des compétences et de ce défaut de communication des médecins qu'on observe en tout cas un peu plus depuis quelques années. Donc c'était quand même l'objectif principal de la réforme, et je cite 2 objectifs opérationnels qui devraient aller dans ce sens-là à terme. C'est sélectionner les jeunes à l'entrée des études de santé sur des critères différents. C'est la fameuse disparition du numerus clausus. Enfin, ça a été très mal présenté, très mal préparé, un peu dans l'urgence. Les caisses étaient vides, avec une lettre de mission qui était plus de numerus clausus, plus de concours de l'internat, et puis des études bienveillantes. Voilà, débrouillez-vous. Bref, c'est pas aussi simple. En tout cas, premier point, une entrée dans les études de médecine avec des critères de sélection différents. Donc aujourd'hui, plutôt que de les faire passer par un concours étroit qui formatait beaucoup les étudiants avec des profils assez homogènes, globalement, c'est-à-dire issus de milieux socio-économiques plutôt élevés, voire très élevés, et issus de filières S, bac S, mention bien, mention très bien. Aujourd'hui, on a une diversification territoriale. On est passé de 37 universités qui accueillait cette première année à plus de 100. Donc déjà, sur le territoire, on répartit les points d'entrée différemment, et on a une organisation de l'évaluation initiale qui n'est plus un concours, qui est presque partout et qui va être partout une licence santé ou l'équivalent, qui permet aux étudiants très rapides d'entrer rapidement en 2e année de médecine ou de pharmacie ou de dentaire, et aux étudiants qui ont besoin d'un temps de maturation d'y arriver après 2 ans ou après 3 ans de licence. Donc, les diesels auront du temps, quelle que soit leur origine, et ils pourront venir, et je cite l'exemple strasbourgeois, nous on a 11 parcours de licence, c'est-à-dire vous pourrez rentrer en médecine après avoir fait une première année STAPS santé, éducation physique santé, après avoir fait droit santé, maths santé, éco santé, physique santé. Donc ça permet en fait une diversification des profils qui est pour l'instant un concept. Je ne peux évidemment pas vous dire l'impact que ça aura dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais au moins c'est une tentative de diversifier. Ça, c'est 2 éléments clés de la réforme d'entrée. Voilà, au moins on tente des choses. Deuxième élément, dans la réforme du 2e cycle, là aussi qui a été réfléchi de telle sorte que on passe d'un apprentissage strict des connaissances à quelque chose qui est en biseau de la connaissance à la compétence. Et là, je voulais bien distinguer, j'ai entendu votre analyse critique et légitime, totalement légitime, mais vous savez, il y a beaucoup de choses, il y a 2 formats. Il y a les choses qui existent, qu'on ne fait pas, ou qu'on n'arrive pas à faire, ou qu'on fait mal, et il y a les choses qui n'existent pas. En réalité, quand vous regardez les choses sur le terrain, la formation médicale de fin de 1er cycle et 2e cycle en France, elle vous projette très rapidement sur un terrain de stage où vous rencontrez très vite les autres soignants et les patients, avec un objectif qui est le compagnonnage au lit du malade, à l'hôpital, avec d'autres professionnels, immédiatement au contact du patient, de telle sorte qu'on développe précocement des compétences qui sont des compétences interprofessionnelles, de communication interprofessionnelle et de communication avec le patient. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça. Ça devrait marcher, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut se poser la question de pourquoi.
Moi, j'ai plusieurs explications, parce que finalement, ce modèle-là, il vous met d'emblée, non pas en apprentissage pur de connaissances, on ne vous met pas dans un amphithéâtre pendant 5 ans, en vous disant, on verra dans 5 ans, dans 6 ans, et on vous mettra sur le terrain. En France, dès l'été de la première année, on est en stage infirmier. Et on fait des prises de sang, voilà, on fait les toilettes des malades, etc., etc. Donc, théoriquement, on a les outils pour le faire en termes d'apprentissage précoce de la compétence et d'apprentissage de la communication. C'est voulu. Et d'ailleurs, Guy le sait, quand j'ai relu le document idéologique un peu de la réforme de 2009, hein, donc vous voyez qu'elle est très ancienne, hein, et dans cette réforme-là, dans la réforme de 2009 et les réformes qui ont eu lieu les années après, il y avait un développement de paragraphes sur la communication, sur la compétence, sur la relation interprofessionnelle. Tout ça est écrit, mais on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Alors, je pense qu'il y a 3 raisons essentielles. C'est qu'on ne peut pas demander à des enfants ce qu'on demande à des adultes. Moi, je les vois. Aujourd'hui, un étudiant qui sort du bac et qui rentre en première année de médecine, il n'a pas forcément la maturité humaine, sauf exception, bien sûr, hein, il y a des exceptions, mais en médiane et en moyenne, c'est encore des enfants. Et vous les projetez d'ailleurs, et je crois qu'une grande partie de leur mal-être aujourd'hui est liée à cette dissociation entre le désir immense de faire un métier de soignant et la projection immédiate sur le terrain où ils rencontrent la difficulté des hôpitaux. Ouais, vous connaissez, pas faire de photographie aujourd'hui, puisque vous savez qu'on est dans une souffrance absolue dans les établissements, et ils vont découvrir très vite cette souffrance qui est en décalage total avec l'image qu'ils ont projetée et le désir qu'ils ont pour des enfants encore à 18 ans. Eux-mêmes baignés en fait dans une culture de l'hôpital et de la santé idéale, hein, mais je pense que l'audiovisuel a fait beaucoup de bien et de mal, hein, avec des émissions, des séries, des films, etc., qui ont donné probablement une mauvaise image de ce qu'est l'hôpital aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a, premier point, ce hiatus énorme entre le désir et la réalité des choses, précocement, cette immaturité qui fait qu'on n'est pas prêt à ça et qu'on est désarçonné. Et en conséquence, on se recroqueville sur quoi? Sur l'apprentissage de la connaissance et éventuellement sur le stress. Et ça induit évidemment les comportements et les conséquences psychosociales qui sont aujourd'hui retracées tous les jours. Deuxième chose, le corps enseignant n'est pas prêt. Le corps enseignant n'est pas prêt parce que la culture est lente à transformer. Il y a une transformation culturelle qui ne se fait pas ou qui se fait tout doucement. Les équipes pédagogiques, et là Guy le sait parfaitement, moi en tant que doyen, la difficulté que j'ai à mobiliser mes collègues sur les actions de formation. Pourquoi? Parce qu'ils sont aspirés par le soin dans l'hôpital. Ils n'ont absolument plus le temps. Et donc, la formation devient une variable d'ajustement où il faut que j'aille à la fac faire mon cours, je vais y aller à l'arrache, faire 1 heure, et dans le service, j'ai tellement de boulot que l'accompagnement au lit du malade, je n'arrive plus à le faire. Voilà, alors je le confie à qui? À un interne qui est totalement stressé et désarçonné, ou je le confie à un chef de clinique qui n'arrive plus à réaliser toutes ces tâches. Donc, on a un vrai problème de formation des formateurs. On essaye de changer les choses, mais attention, et là je crois que Guy partage ça, arrêtons de nous voiler la face. Le problème n'est pas que les enseignants-chercheurs qu'on appelle les HU n'arrivent plus à faire les 3 missions ou les 4 missions. C'est le problème, c'est pas du tout ça la question. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. Regardez les équipes. Guy aime bien qu'on benchmark avec d'autres pays, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre. Quand vous regardez les équipes HU dans ces écosystèmes-là, quand nous, on est 2 ou 3 par discipline, ils sont entre 5 et 20 pour faire les mêmes tâches que nous. Donc forcément, arrêtons de dire que la mission HU n'est plus possible, mais avouons-nous, il faut s'avouer qu'on ne met pas les moyens nécessaires pour que les équipes aient la consistance de telle sorte qu'elles puissent réaliser optimalement ces missions. Le ratio enseignant-enseigné au Canada, on prend souvent cet exemple. Moi, j'ai vu toutes les facs à Montréal et à Québec. Ils sont simplement, quand nous, on est 1%, ils sont 10%. Voilà, ils sont 10 fois plus nombreux en termes d'enseignants et de gens investis dans les missions d'enseignement, et ils sont beaucoup moins aspirés par le système de santé qui aujourd'hui parasite l'ensemble des choses, puisque c'est tellement compliqué que finalement, en tant que soignant, et je le suis, ma priorité, je vais toujours la mettre sur les soins. Deuxième point. Troisième point, je crois que c'est l'incapacité du système à s'adapter aux enjeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, aussi bien l'hôpital que l'université n'a pas les moyens, on ne donne pas les moyens à l'hôpital et à l'université d'assumer cette transformation. Donc, on est là aussi dans une histoire schizophrénique. On a
une analyse qui est juste, on a des enjeux parfaitement analysés, et derrière, on ne sait pas faire, on ne met pas les moyens. Je donne un exemple dans ma fac. Moi, j'ai une fac aujourd'hui, c'est 10 700 étudiants. Donc, vous imaginez, tout compris, hein, parce que c'est une fac de santé, avec les médecins, les maïoticiennes, les sciences de la santé, etc. 10 700 étudiants. J'ai pu obtenir en grattant dans mon université 2 postes à la scolarité. Vous voyez, c'est impossible. Je pense que le système, alors est-ce qu'il faut changer de système? Certains, je pense, plaident pour une modification des structures. Est-ce qu'on doit aller vers des modèles intermédiaires type école de formation professionnelle? Est-ce qu'on doit aller vers des modèles privés? Visiblement, ça se développe un peu partout et on sera dans un système à la nord-américaine avec des bonnes universités, des moins bonnes, plus ou moins dotées, etc. Peut-être. J'en sais rien de plus. Hein. Je n'ai pas la solution. J'essaie simplement de vous décrire cette situation. Je ferai un tout dernier commentaire pour permettre un peu de discuter, parce que je pense que c'est toujours intéressant de discuter. C'est de dire qu'on met quand même des outils dans cette affaire-là. Vous voyez, en termes de développement de la compétence, on a quand même mis de la simulation. On a développé des centres de simulation bien équipés aujourd'hui, dont un des objectifs est de simuler l'entretien motivationnel, de simuler la communication avec le patient et de simuler la communication avec les autres professionnels. Vous allez me dire, c'est que de la simulation, ça vaut rien, parce qu'après, il faut faire ça dans la vraie vie. Oui, mais c'est déjà une première étape. De même, on revient à un vieux truc qui sont les cliniques. On refait finalement ce qu'on faisait il y a 3 ou 4 décennies. On refait les Écosses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évalue vraiment la compétence parce que l'évaluation drive en fait le projet pédagogique, comme on dit. Et aujourd'hui, on a dans le nouveau système, dans la nouvelle réforme, on aura une véritable évaluation de la compétence par des Écosses, par des situations cliniques, comme celle que Guy racontait. Le malade vient avec le dossier, le médecin vient, le malade avec son dossier d'atteinte prostatique, il fait comment et comment vous l'accueillez, qu'est-ce que vous allez lui poser comme question, l'interroger, comment vous allez réagir dans cette situation de pratique simulée. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui se développent, mais comme toujours, on n'a pas de baguette magique et on ne va pas transformer les choses instantanément. Et donc, il faut vraiment être clair sur l'agenda, les readouts, qu'est-ce qu'on veut obtenir, dans quel délai, et arrêter de mentir. Vous voyez, ce n'est pas la modification du numerus clausus qui va changer les déserts médicaux et qui va changer l'attitude des médecins vis-à-vis de situations difficiles. Je pense qu'il y a un vrai agenda, qu'il y a un agenda sur du temps long et pas sur du temps court, qu'il faut assumer. Il faut peut-être trouver des mesures intermédiaires, sans quoi, effectivement, l'offre de soins va être difficile à assumer, je pense, dans les 5 ou 6 prochaines années. Un petit point dernier en conclusion, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que vous avez beaucoup parlé du management. Vous évoquez un truc, moi, qui me choque dans notre système. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de médecins investis dans le management et qui s'occupent à la fois en recherche et en soins de grosses équipes, voire de très grosses équipes. Vous avez en fait à manager des dizaines de personnes très différentes. On fait probablement une grosse erreur en France et on l'a fait encore. Et moi, je trouve que c'est une erreur énorme. C'est la valorisation des carrières par la nomination comme manager. En fait, la fonction de manager devient une fonction qui est une fonction de valorisation de votre expertise clinique, de recherche et de formation, alors que ça n'a rien à voir. On peut être un très bon chercheur, un très bon clinicien et un très mauvais manager. Je prends l'exemple, là aussi pour faire plaisir à Guy, benchmarking avec l'Angleterre. En Angleterre, un HU, il ne peut pas être manager, il ne peut pas être chef de service. C'est une autre fonction. Et je crois que c'est très intéressant parce que nous, on valorise en fait. Tu es bon, donc tu vas être chef de service. Tu es bon, tu vas être chef de pôle. Tu vas être éventuellement même doyen, président de CME. Et tout ça complètement dans une dynamique de valorisation par le management qui a absolument rien à voir avec la réalité de terrain de ce qu'il faudrait. Donc je crois qu'il faut qu'on sorte de cette valorisation par la promotion par la fonction de manager. C'est une erreur. Vraiment, le verre est dans le fruit, quoi. Tant qu'on fait ça, c'est mort. Donc, il faut changer la méthode de nomination des chefs de pôle, des chefs de service. Et moi, je vois beaucoup de chefs de service et même de chefs de pôle qui n'ont absolument pas les qualités, les compétences et même pas l'appétence. Hein. Ils sont là tout simplement parce qu'on leur a dit que c'est une promotion dans leur carrière et qu'ils vont pouvoir, grâce à ça, obtenir une classe exceptionnelle dans leur CNU, etc. parce qu'ils ont été chefs de pôle. C'est une énorme erreur, énorme erreur. Mais vous voyez le nombre de choses qu'il faut débobiner
avant de rééquilibrer le système. Hein, c'est non pas le grand soir, mais il y a vraiment un travail. Et je suis désolé, hein, le Ségur ne le fait pas du tout. Je suis désolé. Le Ségur, c'est un échec pour moi total en termes médicaux. C'est pas parce que vous donnez quelques milliers d'euros de plus au PH que vous méprisez les HU d'ailleurs qui n'ont rien eu du tout et que vous remettez en haut de l'affiche les chefs de service que vous allez changer les choses. Ça, c'est de la cosmétique. Ça marchera pas. Donc, et l'hôpital souffre. Vous voyez, l'hôpital est dans la rue cet après-midi, en tout cas chez nous, et c'est pas fini. C'est pas fini. Moi, je crois que vraiment, on va dans le mur. J'en suis vraiment convaincu. Je le dis depuis 5 ou 6 ans, et je me suis confronté, Guy le sait, à beaucoup de communautés, parce que quand on dit les choses, ben voilà, les gens n'aiment pas, quoi. Les gens n'aiment pas. La vérité, elle est dure à accepter, et je regrette. Il faut le dire à un moment donné. Donc, je continue à le dire, mais il y a un vrai saut quantique à faire dans les prochaines années. Sans quoi on risque de passer, ou alors une transformation brutale du système, avec un système privé-public et un privé qui prend la main, comme il l'a pris dans certains pays. Voilà les quelques commentaires que je voulais faire et très heureux de débattre avec vous si vous avez des questions. Bon, c'est un débat absolument passionnant. Merci beaucoup. Hein. Donc, une intervention en effet très riche. Vas-y Guy, je pense que… Non, mais moi je partage complètement ce que dit Jean. Mais comme toujours, on s'entend bien sur ces gros thèmes. Il y a une chose qui m'a toujours frappé, moi, c'est on a supprimé les oraux. Une profession dont l'un des éléments les plus importants est la relation sans que l'on parle. Donc les examens sont délirants, des examens des QCM, il n'y a rien, il n'y a même pas un entretien avec l'étudiant pour savoir comment il se tient, comment il s'exprime. C'est désespérant, hein, complètement désespérant. Et Jean a raison aussi de différencier les fonctions de management des fonctions de recherche ou d'enseignement. Tout à fait, complètement d'accord. Ce ne sont pas les mêmes qualités et rares sont ceux qui les possèdent toutes en même temps. Absolument. Un commentaire sur les oraux, Guy. C'est intéressant sociologiquement. On a réintroduit dans pas mal d'universités les oraux en première année. Tant mieux. Voilà. On s'est fait fusiller. Oui, j'ai vu ça. Ouais, tu as vu, hein. C'est-à-dire qu'on s'est pris une vague, un tsunami de la part des familles. Les familles, alors c'est vraiment intéressant, les mêmes qui nous disaient vous ne sélectionnez pas nos jeunes sur les bonnes qualités, il faut qu'ils sachent s'exprimer, etc. Vous les massacrez avec des QCM. Les mêmes nous ont dit c'est un scandale de les sélectionner sur un oral subjectif, alors qu'ils ont des bonnes notes au QCM. C'est hyper intéressant. Ça ne m'étonne pas. Voilà, le résultat des courses, hein, on a vu ça même dans la presse. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ça dépasse la mauvaise prise en compte de l'oralité dans les parcours de formation en France, c'est quand même une constante, c'est pas seulement en médecine. Je voudrais rebondir sur moi je trouve très intéressant ce que vous dites sur justement la sélection des managers dans l'hôpital public, et c'est vrai qu'on devient chef de service parce qu'on a publié. Ça n'a aucun, alors que ça devrait être complètement décorrélé. On devrait avoir des formations et des médecins, si on veut un médecin ou peut-être un binôme médecin administratif, mais qui ne soient pas sélectionnés sur les publications et leur statut scientifique. Et c'est vrai que ça serait peut-être une réforme à faire assez rapidement. Ça bouscule pas mal de choses, mais c'est peut-être beaucoup plus simple à faire que quand je reviens à ce que vous avez dit au tout début, qui est le hiatus entre l'image qu'ont les jeunes et puis ils se retrouvent en effet à faire les soins infirmiers, où là, ils tombent de leur chaise, mais en même temps, ils sont confrontés à la réalité, et où là, de toute façon, la réalité sera toujours là. Donc, il faut quand même… ça sera beaucoup plus difficile à changer. Je ne sais pas si, Philippe, tu veux faire un commentaire ? Je pense que je vais illustrer quelque chose dans mon exposé. Merci beaucoup. Écoutez, on va continuer de toute façon sur le même sujet. Merci beaucoup, Monsieur Sibilia. C'était très, 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 très pertinent.